Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent. Comment ça va David? Bah écoute, ça va. J'allais te poser la même question. Est-ce que t'as regardé tes chats du coin de l'œil cette semaine en te demandant si c'était des réincarnations de dieux égyptiens ou pas? Alors, je t'avoue que effectivement mes chats sont un petit peu hypocrites, donc je me demande souvent, je les regarde et je me dis ils ont vraiment un peu le regard un peu pervers parfois. Je me dis mais qui sont ces chats? Qui ont été exactement dans une autre vie? Qu'étaient-ils, hein? Bon, on sait jamais ce qu'ils ont derrière leurs idées. Hein. Non, bah écoute, la réincarnation c'est un sujet que je ne connaissais pas et qui a été une vraie découverte pour moi, j'espère pour tous les auditeurs aussi. Cette histoire, elle est folle. Les sœurs Pollock, c'était quand même incroyable. Et, moi j'ai adoré. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des preuves assez accablantes, hein, si tant est que ces preuves soient véridiques et vérifiables. Mais c'était vraiment une histoire assez sympa. Donc voilà, écoute, maintenant on est sur une nouvelle semaine et je tiens quand même à remercier parce que je pense que tu l'as vu, hein, il y a eu un petit bond cette semaine sur les réseaux. Ouais, on a vraiment de plus en plus d'auditeurs, effectivement, c'est incroyable. Donc on remercie nos auditeurs et puis on espère qu'il y aura un effet boule de neige et que vous serez de plus en plus à nous écouter. Et puis n'hésitez pas à réagir et à nous proposer des choses sur nos différents réseaux. Je pense que ça peut vraiment être intéressant d'échanger sur tout ça. C'est ça, on est sur Facebook, YouTube, et puis n'hésitez pas aussi à nous mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify Podcast et compagnie. Ça nous aide énormément. C'est assez simple à faire et puis ça nous aide énormément. En tout cas, voilà, un grand merci à tous. Et ma question est la suivante, Florent. De quoi tu vas nous parler cette semaine ? Alors aujourd'hui, cette semaine, David, je vais te parler d'une histoire. J'en suis un peu fébrile parce que c'est un de mes sujets favoris. Je vais pas dire que c'est une marotte, mais quasiment. Je vais te parler de la disparition du MH370 du 8 mars 2014. Est-ce que tu connais un peu cette histoire ? Je la connais évidemment parce que j'en ai entendu parler. J'ai cru à un moment que tu allais me dire je vais te parler de la disparition des dinosaures. J'avoue que j'ai un petit peu bloqué. Je me suis dit une affaire obscure. Pour moi, c'était une météorite. Ouais. Tout était clair. Tout était clair. Ah bah, ça peut être le coup d'un épisode parce que il y a plusieurs théories là-dessus. Mais non, plusieurs théories. Mais bon, effectivement, un peu moins obscur que la disparition de cet avion. Je me souviens de cette disparition. Effectivement, un truc de dingue. Je pense que tu vas nous développer tout ça et j'ai hâte d'entendre un peu tout ce qui s'est dit sur cette affaire. Hein. Bah écoute, c'est parti. Donc déjà. Pourquoi est-ce que je veux faire cet épisode ? Pourquoi est-ce que ça me titille un petit peu cette histoire-là depuis tant d'années ? Parce qu'en fait, moi, je trouve ça incroyable que depuis 2014, on peut faire disparaître qu'un avion puisse disparaître sans laisser de traces. C'est quand même incroyable quand tu sais, à l'époque moderne où tout est tracé avec les téléphones, les GPS, les satellites. On a des satellites qui sont capables de regarder tout ce qu'il y a à 1 cm² au sol quasiment. On peut perdre un avion avec 200 et quelques personnes à bord. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, depuis le dernier vol qui a vraiment disparu, où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, si on met de côté les vols dans le triangle du Bermude et compagnie, le dernier vol vraiment célèbre, c'est celui d'Emilia Earhart en 1937. Et donc cette dame avait été vue pour la dernière fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était une exploratrice qui a disparu au large de la Papouasie. Et c'était en 1937. Ouais, c'est une super histoire aussi, qui est aussi un peu obscure parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au final. Donc, mais tu vois, 1937 et aujourd'hui en 2014, de retour, on a un avion qui disparaît sans laisser aucune trace. Et puis, il faut quand même dire, en 1937, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les avions, c'était pas les mêmes. Je te confirme, les avions. Déjà.
c'était pas les mêmes. Mais donc c'est ça. Et puis il y a aussi pourquoi ça m'intéresse, parce qu'il y a énormément de théories. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, parce que si on devait parler de toutes les théories, il faudrait 5 émissions. On va essayer de faire fitter tout ça dans 1 heure, comme on se disait juste avant d'enregistrer, parce que ça peut être très très long. Et aussi parce que il y a des rebondissements dans l'enquête qui sont incroyables. Moi, ça me... Tu sais pas si des fois si c'est de l'incompétence, de la mauvaise foi, ou si c'est quelque chose qui est caché. Et du coup, bah, ça laisse place à pas mal de théories. Donc c'est ça. Bah écoute, je vais commencer par te présenter un peu le vol. Bah c'est ça, je vais commencer par te présenter un peu le vol. Juste pour te situer un petit peu. Donc le MH370, c'est un vol qui est entre Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin en Chine. Et donc ce vol précis, ce vol particulier, donc se situait le 8 mars 2014. Donc la Malaysia Airlines, c'est une bonne compagnie aérienne, c'est une des plus sûres d'Asie. Donc tu vois, c'est pas une genre de compagnie aérienne que tu prends où tu t'as un petit peu peur, tu te dis oulala. Normalement, non, c'est une compagnie qui est très sûre. Elle est classée 5 étoiles par Skytrax. Elle est membre de l'Alliance One World. Donc l'Alliance One World, ça comprend British Airways, American Airways et compagnie. Donc tu sais, c'est quand même des compagnies qui ont un peu pignon sur rue, on va dire. C'est des très bonnes compagnies. C'est safe tout ça. Ouais. C'est safe. Je veux dire, voilà. Ça n'a jamais été mis sur liste noire dans l'aviation. Et avant 2014, il y avait eu seulement 2 crashs dans la Malaysia Airlines pour un total de 134 décès. Le premier crash, c'était en 1977 et le deuxième crash, c'était en 1995. Et donc depuis 1995, le matin du 8 mars 2014, il n'y avait pas eu d'autres accidents aériens graves. On va dire, il y a toujours des petits accidents, des petites choses comme ça, mais graves, jamais. Un petit comment dire, s'il n'y avait pas eu la mort de plusieurs centaines de personnes, on pourrait appeler ça une petite anecdote, mais juste après cet accident là, la Malaysia Airlines a connu un autre accident qui est le MH17 qui a été abattu en juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine par un missile d'origine russe. Donc après, est-ce que c'est les Russes qui l'ont tiré, est-ce que c'est l'Ukraine? Il y a l'enquête a déterminé que c'est triste écho à notre l'actualité. Hein. Tout à fait. Et puis bon voilà, à ce qui semble, ça serait plus le côté russe qui serait en faute que le côté ukrainien, mais bref, c'est ça. Donc quelques mois après la disparition du MH370, bam, le MH17 qui est aussi abattu et qui fait plusieurs centaines de morts. Donc là, qui était parti de Amsterdam et la destination, je ne me rappelle plus, mais c'est ça. Donc voilà pour un petit tour de la Malaysia Airlines et du vol du matin. Donc le vol du matin, ça se passe sur un Boeing 777-200ER qui est matriculé 9M MRO pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur cet avion-là. Mais c'est un avion qui n'était pas très vieux. Il avait 12 ans au moment des faits. Et donc tu sais, un avion de 12 ans, c'est pas vieux là. On peut voler sur des avions qui ont 25 ans facile là. Donc il y a pas de... C'est pas très très vieux. Et le 777-200, c'est vraiment un appareil qui est ultra fiable. C'est un des plus vendus de long courrier. C'est vraiment un avion que tu vas retrouver partout. C'est le concurrent de l'Airbus A350 en gros. Donc c'est les 2 gros porteurs. Les souls on board, comme on dit en aéronautique. Donc combien de personnes avaient à bord? Il y avait 227 passagers plus 12 membres d'équipage, donc 239 personnes. La majorité étaient des Chinois. Ensuite on avait aussi des Malaisiens, une cinquantaine de Malaisiens plus tous les membres d'équipage malaisiens, et ensuite Français, Américains, Canadiens. Il y a eu un petit peu après, tu sais, un peu 2-3 de pas mal de nationalités différentes. Et aux commandes, on retrouve un pilote et un copilote. Donc le pilote, c'est Zahari Ahmad Shah. Il a 53 ans, il a 18 000 heures de vol. Donc il est très expériencé, très expérimenté en termes de vol. Et il a passé déjà 33 ans chez la Malaysia Airlines. Donc c'est un peu un cadre, on va dire. Tu sais, c'est un bon... c'est le pilote cadre de l'aviation, quoi. Hein.
Exactement, on peut le dire comme ça. Et le copilote, c'est un jeune de 27 ans, ça fait 7 ans qu'il est chez la Malaysia, donc c'est quand même pas mal, 7 ans chez la Malaysia. Et il s'appelle Farik Abdulhamid. Et donc, on va revenir un petit peu après sur qui étaient les pilotes et les copilotes, parce que ça va être intéressant, tu vas voir. Il va y avoir des petits... va y avoir des petits rebondissements, appelons ça comme ça. Donc ça, c'est la présentation du vol. Donc, en gros, pour situer tout ça, le 8 mars 2014, si tu faisais le vol entre Kuala Lumpur et Pékin, ben en fait, tu serais embarqué dans un avion qui est ultra fiable, avec un pilote, un copilote qui ont l'air très professionnels. Et puis voilà, tu prendrais l'avion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On va y aller un petit peu au début heure par heure et ensuite jour par jour. Donc je t'ai envoyé la fois dernière une image un peu qui résume les premières minutes et les premières heures de vol. Donc, si tu veux bien reprendre ça, on va pouvoir... impeccable. Et bah c'est impeccable. Et donc c'est parti. Donc le 8 mars 2014, à minuit 41, on a le décollage du vol MH370 depuis Kuala Lumpur à destination de Pékin. Et donc... le décollage, tout se passe normalement. Et en gros, pour les 30 grosses premières minutes de vol, il n'y a rien de particulier. C'est un vol complètement normal. Il arrive à son niveau de croisière. Et puis, j'imagine qu'au bout de 30 minutes de vol, effectivement, ils doivent commencer à sortir. C'est comme quand tu fais un long vol, là, ils commencent à te proposer des boissons, des choses comme ça. Là. Donc, on devait être à peu près à ce moment-là. Là où ça va se corser un petit peu, c'est qu'au bout de la 38e minute de vol, en gros, à la limite du contrôle aérien entre la Malaisie et le Vietnam, on a un transfert de responsabilité entre les contrôleurs malaisiens et vietnamiens. Du coup, les Malaisiens disent aux pilotes merci, contacte maintenant nos collègues du Vietnam, donc de Ho Chi Minh, et puis bonne nuit. Et donc là, on a le dernier contact radio, au final, du vol, où le pilote ou le copilote vont dire à la TC « Eh bien, bonne nuit ». Et ensuite, ils vont quitter l'espace malaisien et ils vont quitter la fréquence radio. Donc voilà, c'est le dernier contact qu'on a. Et donc ça, c'est 38 minutes après le décollage. Et sur le plan que je t'ai envoyé, on est entre le point Igari et le point Butod. Donc le plan qu'on transmettra à nos auditeurs sur nos réseaux, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. On va le transmettre sur Facebook et puis sur YouTube. À la limite, tu pourras le mettre aussi dans la vidéo. Et donc ce que tu vois là en rouge, le trait rouge, c'est le plan de vol qu'il aurait normalement dû suivre. Donc il est parti de Kuala Lumpur, il a pris la route R208. Et en fait, il a dû passer des waypoints. Donc, des waypoints en aéronautique, c'est un peu des... En anglais, ça veut dire des points de navigation, en gros. Donc, c'est des points comme des routes que les avions suivent avec leur outil de navigation pour aller d'un point A à un point B, parce que sinon, ça serait le chaos. T'imagines si tous les avions allaient dans n'importe quel sens. Non, ils sont quand même obligés de suivre certaines routes, en tout cas certains points. Et donc là, en gros, ils partaient de Kuala Lumpur, ils prenaient Igari, ensuite Butod, ensuite TSN, et puis ensuite obligatoirement d'autres points vers la Chine. Là, entre Igari et Butod, il y a le transfert de compétences entre la Malaisie et le Vietnam. Et c'est à ce moment-là, entre les deux points, qu'on a le dernier contact. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est terminé. Ce qui est étonnant, c'est que normalement, le pilote aurait dû directement, en disant au revoir, contacter le Vietnam. Il l'a pas fait. C'est... Comment dire, ça donne une petite marge de flou entre le moment au niveau du moment de la disparition, parce que d'accord, donc là il aurait dû dire au revoir donc à l'espace aérien précédent, enfin ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est ça. Il l'a fait, mais il s'est pas annoncé à l'autre, au suivant. Exactement. Normalement, tu dis au revoir, ensuite tu règles ta radio sur la fréquence de là où tu veux aller. Enfin, en gros, de l'ATC de Ho Chi Minh. Et là, il doit dire hey, bonjour, Malaysia Airlines 370, je suis à tel niveau de vol, je suis l'appareil numéro 1 tel, et je vais de là à là, est-ce que vous pouvez me suivre, blablabla, etc. D'accord. Et ça, il l'a pas fait. Et en fait, ça laisse un moment de flou parce que
c'est pas normalement en gros, les contrôleurs aériens vietnamiens, c'est pas à eux de faire le premier pas là-dessus. Donc en gros, les contrôleurs aériens vietnamiens, pendant quelques minutes, ils vont voir l'avion sur leur radar et ils vont s'attendre en fait à ce que l'avion leur dise bonjour. Sauf que c'est pas ce qui va se passer, donc déjà ça va laisser... En gros, il y a du temps qui va être perdu pour essayer de se dire tiens, il est où cet avion ? Parce que ce qui va se passer après, c'est que le transpondeur il va être coupé. Donc les contrôleurs aériens ne vont plus voir l'avion. Et comme les contrôleurs du Vietnam n'ont pas eu le bonjour, et ben en fait, en gros, dans leur tête, c'est ok, c'est la Malaisie qui gère. Donc, tu vois, en gros, ça a été coupé à un moment qui est très précis, on dirait presque expressément, pour que ça sème un peu le trouble dans ah bah tiens, qui est-ce qui va s'en charger ? En gros, tu sais, si t'as pas clairement la responsabilité, c'est bah tiens, c'est peut-être ceux d'après qui vont plutôt le gérer. Donc officiellement, avant de rentrer dans la technique de ce qui s'est passé, donc à minuit, à 38 minutes après le décollage, on perd le contact, en gros, avec le MH370. On n'a plus de radio et on n'a plus de points sur le radar des contrôleurs aériens. Les contrôleurs aériens ne voient plus l'avion. Donc le 8 mars 2014 à minuit, à 1h30, la compagnie aérienne Malaysia Airlines annonce avoir perdu le contact avec le vol MH370, un peu moins d'une heure après son décollage de Kuala Lumpur. En fait, la compagnie Malaysia Airlines va attendre 1 heure après que l'avion aurait dû arriver à Pékin pour annoncer qu'ils ont perdu le contact. Ça fait tard, ça, non ? C'est très tard. C'est quand même assez tard. Ouais. Bon, après, on peut penser qu'ils sont en train de chercher, que voilà, et puis c'est la nuit et compagnie, mais c'est très tard. Ensuite, le Vietnam affirme que l'avion a disparu sur son territoire et commence les recherches à l'endroit où ils ont perdu le contact. Donc, entre les points, les 2 points qu'on a cités tout à l'heure, Igari et Bitod. Ensuite, on a 2 traînées de carburant qui sont visibles en mer proche de l'endroit du dernier contact. Donc le Vietnam va envoyer des bateaux quand même pour aller voir tout ça. Bon, en sachant que c'est un endroit qui est très très fréquenté, donc on va pas dire que c'est normal qu'il y ait des traînées de carburant, mais en tout cas c'est pas ultra inhabituel. Donc voilà. Et le même jour, on apprend que 2 passagers ont embarqué avec de faux passeports. Alors ça je me demande comment ils savent que c'est aussi vite que ça a été, que ces personnes-là ont embarqué avec de faux passeports, mais anyway. Bon, ce qui va faire un peu sourire, si tout ça c'était pas tragique, c'est qu'ils vont montrer un montage photo qui est complètement pourri, en fait, avec une erreur au niveau des jambes. En gros, ils ont essayé d'imprimer sur grand format les photos d'une des caméras de surveillance. Sauf que du coup ça a dû s'imprimer sur 2 feuilles et ils ont mis les mêmes jambes à la personne A et aussi à la personne B. Du coup en gros tu sais les théories du complot c'est oh regardez ils ont essayé de falsifier tout un tas de preuves, ça c'est un des trucs, ils ont même pas été assez bons pour bien falsifier ça. Effectivement peut-être qu'ils ont essayé de falsifier quelque chose, sinon on peut juste se dire bon ils ont essayé d'aller vite, ils ont fait un truc un peu pourri là, mais tout ce qu'on sait c'est que c'est des migrants iraniens qui tentaient de rejoindre l'Europe. Et à ce qui paraît, moi, je ne sais pas tout ça, mais le fait de passer par l'Asie pour rejoindre l'Europe depuis le Moyen-Orient, c'est un bon moyen d'effacer certaines traces et compagnie. Donc, moi, ça me paraissait très étonnant quand j'ai appris ça. Mais à voir, c'est pas si étonnant. Donc, d'accord. Bon, bah, c'est vrai que ça paraît tout à fait pas logique, illogique même. Ouais, c'est... Bref, donc ça c'est le jour vraiment, tu sais, les premières minutes, les premières heures après la disparition. L'avion il a disparu à cet endroit-là, bam, tout le monde va chercher là. Maintenant le dimanche 9 mars, le lendemain, la Malaisie va enquêter sur une piste terroriste. Et bah oui, parce qu'en fait, on a perdu un avion, très soudainement. Donc ça peut être une possibilité. En plus, il y avait des passagers qui ont embarqué avec des faux passeports et compagnie. Le FBI envoie des agents directement. Bon, ça c'est quand même assez étonnant. Ils sont ultra rapides. Genre un jour après, ils envoient des agents. D'autant qu'il y a que, c'est déjà 2 de trop, mais il y a que 2 passagers américains dans l'avion. Après, l'avion c'est un avion Boeing, donc d'une société américaine. Donc c'est normal aussi que les États-Unis fassent partie de l'enquête, mais bref. Donc il y a une version qui dit que c'est le premier jour, il y a une version qui dit que c'est le 20 mars, mais bref, en tout cas ça va quand même très très vite. La Malaisie annonce quand même dès le lendemain que l'avion aurait fait un demi-tour. Donc le premier jour c'est il s'est écrasé là, en gros on l'a perdu là, il doit être là. Le lendemain c'est en fait d'après ce qu'on a vu sur nos autres radars,
l'avion il a fait demi-tour. Donc c'est quand même assez étonnant, on va dire. Le Vietnam localise de possibles débris près de l'île de Toshu. Alors là, je le prononce peut-être mal, hein. Mais c'est une archipel au large des côtes du pays. Et en fait, en gros, on va les retrouver, mais ça n'aura rien à voir avec ça. Donc le 9 mars, on n'a toujours rien retrouvé un jour après. Le 10 mars, la zone de recherche, elle va être doublée. Elle va être portée à 100 000 marins, donc 180 km à peu près, autour du lieu où le contrôle aérien a perdu le contact. Donc 2 jours après, on est toujours en train de chercher entre les 2 points qu'on a cités tout à l'heure, alors que la Malaysia Airlines vient de dire non, mais en fait, l'avion, il aurait peut-être fait demi-tour. On n'est pas sûr, mais on vous le dit quand même. La Chine, qui est inquiète pour ses 153 ressortissants qui se trouvaient à bord, presse un petit peu la Malaisie d'intensifier les recherches. Et donc la Malaisie va envoyer des bateaux, inspecter un possible radeau de survie, mais ça aura rien à voir. Il y a une autre nappe de carburant, mais rien à voir non plus. Et les États-Unis envoient un second destroyer sur zone pour essayer d'aider dans les recherches. On a aussi les experts de Boeing qui viennent aider, donc 2 jours après. Donc là, on sait toujours pas ce qui s'est passé avec l'avion à cette date-là. 2-3 jours après, l'avion il a disparu entre 2 points. On a la Malaisie qui nous dit qu'il aurait fait demi-tour, mais on n'a rien de très probant. Donc voilà. Le 11 mars, on a la Chine qui annonce le redéploiement de 10 satellites à haute résolution. Donc là, on commence à mettre des moyens, tu vois. Il y avait déjà un peu de moyens, mais là, on a aussi des moyens satellites. Oui, parce qu'en plus c'est des Chinois. On reprécise que c'est beaucoup de Chinois, une majorité de Chinois, en fait, dans la ville. Exactement, hein. 153 passagers chinois sur 227 passagers au total. Donc ouais, effectivement, hein, y a vraiment beaucoup de Chinois. Au final, c'est une compagnie malaisienne, mais il y a beaucoup de Chinois qui sont les victimes de cet accident. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un accident. Mais bref, en tout cas, de cette disparition. Et donc la zone de recherche, elle comprend désormais une partie de la péninsule malaisienne, les eaux sur son littoral occidental dans le détroit de Malacca. Bah oui, parce que s'il y a eu demi-tour, dans ce cas peut-être que l'avion il est passé au-dessus de la Malaisie et il faut aller chercher de l'autre côté. Donc on commence à chercher aussi de l'autre côté. Mais ce qui est fou, moi, ce que je trouve déjà, si on fait une petite pause là sur la chronologie, c'est que l'avion il a disparu le samedi. Et le mardi, bah, on n'a toujours rien trouvé. Et on sait pas vraiment où chercher, tu vois. Enfin, en gros, c'est genre, on va chercher là où on a perdu le contact, mais c'est ultra flou. Moi, je trouve ça incroyable déjà. Enfin, tout n'est pas fini là, mais c'est déjà assez intriguant tout ça, en fait. Avant même d'explorer, peu importe les théories. Imagine pour les familles des victimes. On va parler de Ghislain Watrolo après, qui est le mari et le papa des victimes françaises. T'imagines pour lui, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est clair. Ouais, c'est terrible. Ta femme et tes enfants ont disparu pendant un vol. Et outre, bon, tu commences à penser au pire. Hein, ça fait quand même 4 jours. Hein, donc voilà. Tu penses au pire, mais en plus tu sais même pas où c'est. C'est quand même incroyable. Enfin, moi je trouve ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de présenter cette histoire. Bah oui. Le mercredi. Ouais, c'est ça. Hein. Le mercredi 12 mars. La Malaisie annonce l'extension des recherches en mer d'Andaman sur la côte occidentale, loin de la trajectoire qui était censée emprunter le MH370. Bah oui, c'est complètement à l'opposé en fait. Que si la Malaisie annonce étendre là-bas, c'est qu'elle sait que l'avion il est passé de l'autre côté. Bon, oui. Toutes les recherches sont infructueuses. On va pas passer sur la communication qui est complètement confuse des autorités malaisiennes. Ça, on voit que ça commence à devenir un peu un shit show du côté de la communication de la Malaisie. Ils font plein d'erreurs de communication, c'est terrible. Mais bref, ça c'est clair que c'est un peu amateur pour une telle tragédie, quoi. Les choses. On sent. Alors, on dirait qu'ils sont soit complètement amateurs, comme tu dis, soit ils sont pris de court, ils savent pas, mais ils doivent en même temps faire des conférences de presse. Du coup, enfin, ça devait pas être facile d'être à ce moment-là dans la compagnie. Et dans la soirée, la Chine annonce qu'un de ses satellites a détecté dimanche 3 importants objets flottants en mer méridionale, entre la Malaisie et le Vietnam. On rappelle,
ça fait déjà depuis le samedi soir, depuis le samedi soir qu'ils sont en train de chercher dans ce coin-là, ils ont rien trouvé. Hein. Mais la Chine dit on a trouvé des gros objets le jeudi. Les avions dépêchés par le Vietnam et la Malaisie ont rien trouvé dans les zones qui sont concernées. Le ministère malaisien des Transports va déclarer que Pékin a annoncé que les photos satellites montrent des objets flottants étaient publiés par erreur. Donc en gros, ils se sont plantés, c'était pas ça qu'il fallait montrer et compagnie. Bref, ils démentent aussi une hypothèse qui avait été avancée par des enquêteurs américains dans le Wall Street Journal, selon laquelle l'avion aurait continué de voler 4 heures après avoir perdu contact aérien, avec le contrôle aérien, pardon. Donc, la Malaisie va dire non, l'avion il a pas volé après qu'on ait perdu le contact, alors qu'en fait il venait de dire le contraire quelques jours avant, vu qu'il aurait fait demi-tour. Il y a des Américains qui disent pareil dans un journal, ils vont dire non, c'est complètement faux. On va apprendre qu'après ils vont nous dire si en fait il a volé plus. Ouais. Et juste pour te donner un peu l'ampleur des recherches, le soir du jeudi 13 mars, les recherches vont mobiliser quand même 42 navires, 39 avions de 12 pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon. Et la zone, elle couvre à peu près 90 000 km². On était parti de 180 km², maintenant on est autour de 90 000 km². Ah ouais, ça s'étend pas mal. Ça s'étend, c'est vraiment énorme. Vendredi 14 mars, le lendemain, on va étendre les recherches à l'océan Indien. T'imagines, là ça commence à devenir... Ah oui. Là c'est vraiment l'aiguille dans une botte de fond. C'est ça. Alors on va parler de pourquoi est-ce que ça s'est étendu à l'océan Indien, qu'est-ce qui fait qu'on a étendu ça à l'océan Indien, mais c'est parce que maintenant on commence à avoir la confirmation qu'effectivement l'avion il a bien fait demi-tour et en fait il a volé assez longtemps. Ça on l'aura la semaine suivante. Mais en tout cas il y a déjà en interne des indices, des faisceaux d'indices qui disent en fait non c'est plus entre la Malaisie et le Vietnam qu'il faut chercher, mais c'est bien plus loin. Donc c'est ça. L'USS Kidd, l'un des 2 destroyers américains qui participent aux recherches, transite par le détroit de Malacca en route pour l'océan Indien. Et ces navires à la base ils étaient dans le golfe de la Thaïlande, mais ils vont se redéployer dans le détroit de Malacca parce que il y aurait des preuves comme quoi l'avion serait passé par là. Donc après il se passe plein de trucs le vendredi 14. Vendredi, samedi, dimanche, les recherches continuent. Et le lundi 17 mars, c'est là où on a des confirmations que les données ACARS qui ont été recueillies permettent d'affirmer que l'avion a changé de cap à mi-chemin entre la Malaisie et le Vietnam. Donc, entre les 2 points qui nous intéressaient tout à l'heure, en fait, on a la confirmation qu'il y a eu un demi-tour qui a été effectué. Et que l'avion a volé, tiens-toi bien, pas pendant 4 heures comme le disait le Wall Street Journal, enfin en tout cas une personne dans le Wall Street Journal, mais pendant près de 7 heures. C'est énorme. Oui. Donc en gros, 7 heures, c'est à peu près le kérosène que l'avion avait en soute. Donc à voir, l'avion aurait continué jusqu'au bout. Si on devait se représenter 7 heures de vol, en fait ça ferait à peu près mon voyage jusqu'à Montréal, quoi. Même plus long. Même plus long. Même plus long, parce que c'est... je sais pas, Toronto, quoi. C'est ça, c'est après la disparition. Donc 7 heures de vol, c'est en plus après la disparition. Du coup, avant ça, t'as le décollage qui consomme beaucoup de kérosène, t'as la montée initiale, enfin tu sais, t'as tout ça. Et on imagine mal qu'un avion vole 7 heures sur une distance qui est folle, quoi, du coup. 7 heures, ouais. Sans que ce soit repéré par... Enfin, tu vas peut-être nous en parler, mais j'imagine que ça a dû être repéré peut-être par quelqu'un, par quelque chose. Parce que 7 heures... Alors, ça a été repéré effectivement à certains endroits, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que, comme par magie, on va en parler après, mais comme par magie, tous les radars militaires, primaires et compagnie, ils ont soit eu des défaillances, ou ils étaient éteints, ou ce soir-là. Et l'avion a traversé 7 pays différents. C'est quand même ultra étonnant qu'il n'y a aucun des pays qui a capté quoi que ce soit. C'est clair. Et ou qui est prêt à partager les données de ce qu'ils ont capté. Parce que souvent, on va le voir, ils ont capté, mais en fait, ils veulent pas partager les données. Donc après, tout ça, ça repose sur des annonces, mais rien de tangible, on va dire, vraiment.
Donc le lundi, on apprend ça. Et comme on apprend ça, en fait, les soupçons vont commencer à se porter sur les pilotes. En gros, comment un avion aurait pu faire un demi-tour aussi propre quand tu regardes la carte, et puis ensuite on va parler de l'itinéraire qu'il a pris, mais en gros il fait un beau petit demi-tour, il suit les frontières, il remonte, et puis ensuite il redescend, et puis ensuite il vole 7 heures en ligne droite jusqu'à la fin. C'est volontaire, on commence à se sent dire que c'est volontaire. Alors là il y a débat, hein. C'est là où est le débat, mais effectivement les soupçons commencent à se porter sur les pilotes, et en gros le ministre malaisien des Transports, donc une grosse semaine après, va dire que le « Eh bien, bonne nuit », ça avait été prononcé par le copilote, et que juste après, il y a les systèmes de communication qui avaient été délibérément coupés. Alors c'est ultra important de savoir qui a dit le merci, au revoir, bonne nuit, parce qu'en fait ça montre qui était en contrôle. Si jamais il y a eu bagarre dans le cockpit, si jamais il y a eu détournement ou on sait quoi, en gros on sait que telle personne a dit le au revoir, c'était lui le dernier, en tout cas qui était au contrôle juste avant que tout soit coupé. D'après, alors là, tu vois, il faut tout prendre avec des pincettes, hein, parce que d'après le ministre malaisien des Transports, c'est le copilote qui aurait dit ça, et ça aurait été, il y aurait eu des petites, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas ils ont déterminé que c'était le copilote. Par contre, suivant la famille du pilote, en fait non, c'est le pilote, ils ont reconnu le pilote. Au niveau de sa voix en fait, donc voilà, il semble quand même que ça serait le pilote en fait qui aurait dit le « Eh bien bonne nuit » à la toute fin. Ça aurait été le pilote qui avait 33 ans et 18 000 heures, enfin 33 ans d'expérience dans la Malaysia Airlines et 18 000 heures de vol qui aurait dit le « Eh bien bonne nuit ». Donc, c'est ça. Ensuite, quoi te dire le lundi 17 mars toujours, si le lundi 17 mars, on commence à en savoir un petit peu plus sur un peu ce qui s'est passé après le « Eh bien, bonne nuit ». Donc, ce qui s'est passé après ça, 14 minutes après la fermeture du système ACARS, c'est le transpondeur aussi qui a été coupé. Et l'avion s'est évanoui des écrans radar civils. Donc, le transpondeur, est-ce que tu sais ce que c'est le transpondeur ? Le transpondeur, c'est pas, c'est pas une espèce de radar ou je sais pas, un truc dans le genre quoi. Donc le transpondeur, c'est un émetteur, on va dire, qui est dans qui est dans tous les avions, même les petits avions, tu vois les petits avions qui se baladent de temps en temps au-dessus de nos têtes ont aussi un petit transpondeur. Et en fait, en gros, ça permet d'afficher un code sur les écrans radars des contrôleurs aériens. Et ce code-là peut être accompagné d'autres informations suivant la position dans laquelle tu mets le transpondeur. Donc soit ça va te mettre juste ton numéro de vol, par exemple AFR 1510, Air France vol 1510. Soit ça va te mettre aussi, si tu mets dans la position, je veux aussi que ça donne l'altitude. Donc ça va te donner AFR 1510 au flight level 350. Et soit ça va aussi, ça peut te donner aussi le cap et compagnie, la route, et tout ça. Donc ça c'est le transpondeur. Et donc en gros ce qui s'est passé, ce qu'on a déterminé, ce qui s'est passé, c'est que le copilote ou le pilote va dire bonne nuit. Il est à ce moment-là en virage entre les deux waypoints Higari et Bitod, et le transpondeur va être coupé juste après. Et la façon dont il va être coupé, c'est important parce qu'en fait on voit que c'est pas un choc électrique ou quelque chose comme ça qui a été coupé ou tu sais c'est passé de on à off direct. On sent que c'est passé par différents crans. C'est d'abord passé par le ping transpondeur avec l'altitude. Ensuite c'est passé avec le ping transpondeur sans altitude et ensuite c'est passé plus de ping transpondeur, plus d'altitude. Tu sais, donc on sent qu'il y a eu des crans qui ont été passés. Donc ça veut dire que c'est manuel. En tout cas, c'est pas un reboot système ou tu sais quelque chose comme ça là. On sent que c'est une action humaine, on va dire. Donc, ce qu'on va aussi déterminer, c'est que l'avion, il a fait un demi-tour assez propre entre Higari et Bitod, qui correspond, de la façon dont ça a été fait, à un avion qui est en mode LNAV, donc en pilote automatique. Donc, tu sais, si tu prends les commandes d'un avion avec tes mains là, ton virage il va peut-être pas être précis, tu sais, il va peut-être être un peu saccadé et compagnie parce que tu sais tu vas corriger, tu vas tourner et compagnie.
Si tu appuies sur les boutons de ton pilote automatique pour changer de cap, bah lui, l'avion, il va faire un truc méga propre. En gros. Par contre, c'est un virage qui est ultra sec à 35 degrés et qui serait en ligne directe vers l'aéroport le plus proche. Donc si on regarde la carte que je t'avais envoyée, tu vois qu'au niveau du point numéro 3 à peu près, en fait, il y a l'aéroport de Kota-Baru. Il va passer pile au-dessus. Donc on peut imaginer, donc là on ouvre des hypothèses, bagarre dans le cockpit, ou problème technique ultra grave et compagnie, hop, déroutement vers l'aéroport le plus proche, c'est ce qu'un pilote ferait. Il irait directement vers Kota-Baru. Problème, l'aéroport il est fermé ce jour-là. Donc là l'avion continue et il va aller au-dessus de la péninsule de Penang, de l'île de Penang, pardon, qui a aussi un aéroport. Est-ce que c'est une coïncidence ? Ça, on le saura. Est-ce qu'on le saura un jour ? Ou est-ce qu'on le saura jamais ? Mais en tout cas, il part en ligne droite vers l'île de Penang aussi pour accrocher l'ILS. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais en tout cas, si tu veux atterrir, au niveau du pilotage automatique, tu as des procédures d'approche ILS qui permettent à l'avion, en gros, de suivre un tracé, de descendre tout seul, et voire même d'adapter sa vitesse tout seul pour atterrir proprement. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ce qu'on va apprendre par la suite aussi, c'est qu'arriver au-dessus de l'île de Penang, donc là, toujours si tu suis la carte, c'est les points 7-8 là, à peu près sur la carte. Ok, ouais. Tu vois, il fait son demi-tour autour d'Igari-Bithot, bam, il retourne numéro 3 vers l'aéroport le plus proche qui est fermé, hop, il continue tout droit, 7-8, là, il est au-dessus de l'île de Penang. Ce qu'on va apprendre, c'est qu'à ce niveau-là, le téléphone portable du copilote va pinguer sur une borne au sol. Voilà, c'est pour ça qu'à peu près à ce moment-là, les autorités vont chercher aussi de ce côté-là, parce qu'on a la preuve un peu, les preuves techniques qu'il a fait demi-tour. Ça c'est avéré. Dans tous les cas, c'est après on va pas mal parler de ce qui aurait pu se passer, mais ça c'est un point qui est avéré. L'avion a bien fait demi-tour, il a bien survolé la Malaisie sur ces points-là, et on a le ping du copilote. On a la preuve quand même que le copilote avait fermé son téléphone au début. Est-ce qu'il a allumé parce que situation d'urgence, il voulait communiquer, tous les systèmes étaient down? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une preuve, comme quoi l'avion était bien là. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on n'a aucun ping des passagers. Tu sais, t'as quand même 239 personnes à bord. Le seul ping que t'as, c'est le ping du copilote, pas ceux des passagers. Pour moi, je trouve ça quand même assez étonnant. Ouais. Effectivement. Ouais. Parce qu'on je pense que toi et moi, on sait ce que c'est là. Quand tu prends l'avion, on te demande de mettre l'avion en mode avion, mais je pense qu'il y a une personne sur deux qui le fait pas. Oui, il y a toujours quelqu'un qui oublie, ça c'est sûr. Exactement. Donc voilà. Donc, preuve qu'il y a une coupure électrique totale. C'est qu'il n'y a plus de ping à cars, il n'y a plus rien. L'avion, il est complètement fantôme, si tu veux. Il est plus sur aucun radar, à part les radars vraiment primaires là, tu sais, qui te disent tiens, il y a un objet, mais tu sais pas ce que c'est cet objet, les radars militaires et compagnie. Donc il n'y a plus aucun message qui est reçu ni envoyé par l'avion pendant près d'une heure, mais ensuite il y a un rétablissement électrique à 2h25. Il y a un login request et des pings toutes les heures après qui sont faits automatiquement pour envoyer des messages. Donc ça, c'est un élément qui est assez important dans l'enquête. C'est ce qui va permettre, en fait, c'est les fameux messages Inmarsat, les fameuses données Inmarsat. C'est ce qui va permettre de savoir qu'en fait l'avion il a continué son vol pendant près de 7 heures. C'est qu'au final, la société Inmarsat, qui est une société de télécommunications qui gère des satellites et compagnie, va dire non, mais nous on a reçu des pings de l'avion pendant encore 7 heures. En fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'avion, en gros, un avion peut communiquer de différentes façons, avec de la radio et tout ça, et en fait, en dernier recours, avec une communication satellite. C'est vraiment en dernier recours parce qu'en fait, c'est la façon la plus chère de communiquer. Donc, il faut vraiment, si tu veux, que la radio de gauche tombe en panne, la radio de droite tombe en panne, et la radio centre tombe en panne. Pour qu'ensuite, on bascule sur le satellite parce que ça coûte cher. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ces données-là.
Comme tu sais, un avion, ça peut voler sur un seul réacteur. C'est pour ça qu'il y en a deux. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, outre, c'est pas que pour ça, hein, c'est aussi pour pouvoir monter plus vite et compagnie. Mais bref, en tout cas, en aviation, on essaie d'avoir les systèmes qui sont les plus redondants possibles. Donc, en gros, t'as pas qu'une seule façon de faire des choses, t'as 2 ou 3 façons de faire des choses. Et donc là, c'était la dernière façon. Parce qu'en fait, les radios sont coupées. Donc les messages automatiques à CARS peuvent plus être envoyés par la radio. Donc l'avion va se connecter au satellite pour essayer de faire ça. Et c'est comme ça qu'il va y arriver. Donc en gros, il n'y a pas vraiment d'informations qui sont échangées avec le satellite, à part un ping pour dire, en gros, le satellite va demander à l'avion, est-ce que tu es toujours là? Et l'avion va dire, oui, je suis là. Bon, c'est juste ça qui va se passer. C'est juste histoire de garder un tracé. Et donc après, avec des calculs qui sont ultra compliqués. C'était la première fois qu'on faisait ce genre de calcul, donc c'est pour ça aussi que ça a mis du temps. Et ça alimente aussi pas mal de théories du complot, parce que pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les données tout de suite? Pourquoi est-ce que tout ça c'est caché et compagnie? Mais non, mais en fait ça n'a jamais été fait. Essayer de retrouver la trajectoire d'un avion en faisant une triangulation entre le temps que le message a mis pour arriver et pour partir, la position du satellite et puis les positions des balises au sol. Enfin, tu sais, en prenant en compte les vents, les altitudes et compagnie, ça a mis beaucoup de temps. Et tout ça, ça a fait que, en gros, ça a donné un peu une trajectoire à l'avion qui fait que l'avion serait allé ensuite en ligne droite à l'ouest, à peu près 2000 km des côtes de l'Australie. Imagine, c'est ultra loin. Départ du Malaisie vers Pékin, et en fait au niveau du Vietnam, demi-tour, retour. L'avion va remonter vers les points Vampi, Mekar, Nilam, et ensuite redescendre vers l'Australie. Donc, c'est sacré trajet, effectivement. Gros trajet, et comme on le disait, il y a 7 espaces aériens qui ont été traversés. Les militaires, certains disent ouais on a vu, certains disent non on n'a pas vu. Par exemple, la Thaïlande dit non, nous on n'a pas vu l'avion, alors qu'en fait clairement ils auraient dû voir l'avion vis-à-vis de leur radar. Par contre le Vietnam, la Malaisie dit si on les a vus au niveau au niveau des radars militaires. C'est ça. Et après, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça serait très très long. Mais en tout cas, on a un rétablissement électrique de l'avion 1 heure après que tout soit coupé. Et c'est ces fameuses données Inmarsat qui nous permettent de retracer l'avion jusqu'au large de l'Australie. Donc, ça, c'est un peu rapidement ce qui s'est passé. L'enquête, en gros, je te disais, va se diriger très vite vers le pilote-copilote. Ça arrive très souvent. C'est pas tous nos avions qu'on a vendus, tous les qui ont un problème, c'est certainement les pilotes qui vont faire quelque chose. Donc ça arrive très vite. Et donc, en gros, il y a une première enquête qui va se consacrer au commandant de bord, Zahari Ahmad Shah. Donc, outre le temps qu'il a passé dans la Malaysia Airlines et puis ses heures de vol, 18 365 heures de vol. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il a un simulateur de vol qui est ultra perfectionné chez lui. Ça, c'est assez classique pour les pilotes d'avoir un simulateur de vol chez eux. C'est des passionnés d'aviation. Par contre, ce qui est un peu atypique, on va dire, c'est qu'il est ultra perfectionné. Il a acheté des pièces, qu'il a modifiées, en gros, il a été méga loin sur ça. Le FBI dira qui s'est entraîné à se poser sur des pistes courtes, qui s'est entraîné à se poser sur la base de Diego Garcia, on y reviendra après, et qu'il aurait fait plusieurs fois la trajectoire visée par l'enquête du FBI. C'est quand même assez troublant, on va dire. Par contre, à côté de ça, c'est quelqu'un qui publie des vidéos YouTube où il parle de comment réparer des petites choses, une machine à glaçons, un ventilateur. C'est quelqu'un qui partage beaucoup de contenu, qui a l'air assez normal, on va dire. Et un de ses proches, un de ses proches avec qui le commandant avait prévu d'organiser un voyage caritatif dans un avenir proche, il aurait dit: si je choisis un vol, je choisirai le capitaine Zahari comme pilote. C'est un bon professionnel qui aime voler. Bref, en tout cas, il était aimé de ses proches, il n'y avait rien de particulier.
Il y a un rapport de police qui a fuité. Qui est incomplet, mais il a fuité. Alors, est-ce que ça a fuité exprès ou pas? Voilà, mais en tout cas, le pilote aurait eu aucune visite médicale dans les 4 dernières années, ce qui est assez bizarre parce que normalement, visite médicale, c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire. Pour la santé mentale, tu sais, on se rappelle du crash du vol Germanwings, qui était dû à la santé mentale du pilote. Tu sais, c'est obligatoire pour un pilote d'avoir des visites médicales très régulières. Lui, dans les 4 dernières années, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il les a évités pour cacher des problèmes de dépression et compagnie, ou est-ce que c'est de la négligence, et puis aussi de la négligence de la Malaysia Airlines, parce que c'est aussi à eux d'aller checker. Ça, on ne sait pas trop. La fille du pilote aurait dit qu'elle ne reconnaissait pas son père, qui était en phase dépressive, qui avait des problèmes de couple, en gros, il aurait une relation qui se serait terminée quelques semaines avant le crash et compagnie. Alors là, c'est assez touchy parce que, en fait, ça a vite fuité dans la presse qu'elle aurait dit ça. Enfin, évidemment, ça a fait un buzz énorme, et en fait, après, elle s'est rétractée. Donc, est-ce que elle s'est rétractée devant le buzz, tu sais, devant l'image négative qu'elle a renvoyée de son père et compagnie, ou est-ce que elle s'est rétractée parce qu'en fait, elle avait dit ça un peu. Ça, c'est pas vraiment savoir, mais en tout cas, à aujourd'hui, elle s'est toujours rétractée. Pour elle, son père était totalement. C'est ça. Bon, la sœur du commandant de bord pense pas que son frère aurait fait ça. Ça, je le dis parce que dans un des livres de Florence de Changy, on en parlera après, pour aller plus loin, je me suis mis une petite section pour aller plus loin, pour que nos auditeurs, s'ils ont envie d'aller lire des livres. Super, en tout cas, Florence de Changy, qui est une autrice qui a écrit sur ce phénomène, sur cette disparition, prend ça un peu comme une preuve. Moi, je trouve que c'est un peu faible, que la sœur dise oh non, mon frère, il aurait pas fait ça. tu sais jamais. Ouais, l'argument, il est pas terrible. Ouais, l'argument, bon. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il était politiquement dans l'opposition. Il soutenait le chef de l'opposition qui était en prison. Après, si tous les pilotes qui étaient dans l'opposition politique s'amusaient à dérouter des avions, bon, je pense qu'on le saurait. Mais bon. Ouais, j'arrive toujours pas à comprendre en quoi c'est lié, mais voilà. Bref, ça c'est pour le pilote. Donc le pilote, au final, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment normal, passionné par son métier. Voilà, il y a quelques petites phases d'ombre, mais tu sais, il n'y a pas de gros trucs choquants. Enfin, et encore une fois, il y a pas mal de choses qui sont dites, mais on n'a pas les preuves. Et ça, c'est gênant. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de preuves, mais en fait, quand tu creuses, en fait, les données, elles ont jamais été données. C'est juste un tel a dit que. Voilà. Ouais, c'est un peu light. Voilà. C'est un peu light ou un peu sans fondement. C'est ça. Et je pense qu'il faut essayer dans toute enquête un peu de décorréler. Tu sais, t'as les faits, t'as les déductions qui peuvent être faites à partir des faits, et puis après t'as les hypothèses. Enfin, tu sais. Et là, dans les faits, t'as pas grand chose. Je veux dire, ça a l'air d'être tout à fait normal. C'est clair. Le copilote, c'est pareil. Lui, je vais passer très vite sur lui. Il a un dossier qui est impeccable. Il y a rien il a 27 ans, fils de bonne famille, il est pilote, il est copilote, et puis voilà. La seule chose, un peu, la petite tâche à son dossier, c'est que en 2011, il a invité plusieurs femmes dans le cockpit. Il n'y a pas eu d'accident. Elles ont passé 1h15 de vol avec les pilotes. Elles ont posé avec des photos. Bon, il y a un peu crâné, quoi. Il y a un peu crâné. Ouais, il y a un peu fait son mec. Tu vois, il y a un peu fait son. Allez, venez dans le cockpit et tout. Je suis pilote. Bon, on en ferait tout autant. Hein. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas pilote. C'est ça. Le Daily Entertainment News en Australie a retrouvé un mannequin, une des mannequins qui avait été dans le cockpit. Et en gros, ce qu'elle a annoncé au journal, en gros, elle disait, ouvrez les guillemets, quand j'ai réalisé que c'était exactement le même pilote que j'avais rencontré et que j'avais été dans le cockpit avec lui pour faire des photos, j'ai trouvé cela tout à fait choquant. Elle va ajouter, tout au long du vol, ils nous ont parlé et ils nous ont fait fumer. Je ne pense pas qu'ils étaient autorisés à le faire. Donc, ma chère Jondi Ross, elle s'appelle comme ça, la mannequin, je te confirme qu'effectivement, t'as pas le droit de fumer dans un avion et je pense encore moins dans un poste de pilotage. Donc, ah ouais, c'était quand même un peu limite. Hein. Ouais, c'était très 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 limite. Et c'est... comment dire
voilà, c'est la seule tâche qu'il y a au niveau du copilote, donc rien de très, on va dire, enfin si, c'est très grave en fait, mais on va dire rien qui pourrait expliquer cette disparition. Comme on dit, bon, il a voulu faire un petit peu son mec, et puis voilà, je pense qu'il s'est fait un petit peu mousser, et puis voilà. Donc en fait, au final, l'enquête au niveau des pilotes, copilotes, il n'y a rien de très concret quand tu creuses vraiment là-dessus. Il y a ce qu'on va trouver par la suite, les radars militaires, ça j'en ai parlé, le ping au sol, on en a parlé, les données de Marsat, on en a parlé, c'est ça qui nous amène au large de l'Australie. On va trouver qu'il y a eu des sauts de fréquence sur les messages ACARS au niveau des balises au sol, des sauts de voltage. Alors ça c'est ultra technique. Mais en gros, quand l'avion était au sol encore à Kuala Lumpur, l'enquête a démontré qu'il y aurait eu des sauts de voltage. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un souci électrique qui aurait déjà pu être trouvé dès le sol? Ça fait partie des choses, tu sais, qui pourraient peut-être expliquer, bah tiens, il y a eu une coupure électrique totale de l'avion, dépressurisation, tout le monde est mort, et puis ensuite l'avion a continué sa route. Peut-être. Ça, on y viendra après dans les différentes. Il y a des débris qui ont été trouvés 18 mois après les premiers sur une plage de Madagascar. En gros, il y a eu 25 débris qui ont été retrouvés. On peut dire seulement, et en même temps c'est quand même beaucoup, 25, c'est pas juste un, dont un flaperon qui est ultra important dans l'enquête. Et puis après il y a plein d'autres trucs comme un contour de plastique, tu sais, sur ton siège là, t'as un écran, et ben tout autour t'as un truc en plastique, et ben en gros il y a cette partie là qui a été trouvée. Il y a une autre partie du flaperon qui est juste à côté qui a été retrouvée aussi. Il y a bref, il y a plusieurs choses qui ont été retrouvées, et en fait tous ces morceaux ils vont être classés en fait comme, est-ce que c'est avéré, c'est-à-dire que le numéro de série qu'il y a sur la pièce, elle match le numéro de série qu'il y a sur l'avion. Donc là, on est sûr que c'est l'avion. Très probable. En gros, il n'y a pas de numéro de série, mais il n'y a aucune pièce qui manque dans l'aéronautique, à l'exception du Malaysia Airlines. Tu sais, donc en gros, c'est quasi sûr que c'est lui, sauf qu'en fait, c'est pas, tu sais, genre, on peut pas le prouver. Il n'y a pas exactement le numéro de série qui le prouve. Ou alors, c'est probable. Donc là, par exemple, c'est le numéro de série fait partie des pièces de la Malaysia Airlines. Mais pas forcément de cet avion, mais en tout cas, tel numéro de série, effectivement, ça fait partie d'un lot qui avait été vendu à la Malaysia Airlines. Et du coup, bah là, on a retrouvé ça, donc c'est certainement quelque chose de la Malaysia Airlines. Mais est-ce que ça fait partie de cet avion-là ? Mystère. Il y a un truc à noter, c'est qu'il y a une des pièces qui montre un petit point de brûlure. Trace d'incendie en vol ou au crash. On sait pas trop. Alors la trace de brûlure, c'est vraiment pas une grosse trace de brûlure. Tu sais, t'as l'impression que c'est plus quelqu'un qui a mis un briquet, tu sais, sur un truc en métal. Ça a noirci un petit peu un petit morceau, mais tu sais, c'est pas, la pièce elle est pas complètement noire, déformée. C'est vraiment une toute petite trace de brûlure. Et donc voilà, depuis 2014 et tout ce que je viens de te dire, il y a rien de ultra probant. Il y a en 2018 Ocean Infinity, qui est une société. Ce genre d'entreprise, c'est incroyable. C'est des sociétés d'aventure au final. En gros, ils recherchent des épaves sous-marines. Okay, moi, j'adorerais une fois faire partie d'une de ces épopées là. Ça doit être incroyable. C'est vrai que voir un bateau ou un avion sous la flotte, ça doit être. Ça doit être fou. Ouais, ça doit être fou. Ouais. Ça doit être fou de découvrir, de chercher, de découvrir. Et en fait, en 2018, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bah nous, on va le chercher. On a le matériel pour, ils sont ultra bien équipés. Et en fait, on va le faire gratuitement. Sauf que si on trouve, on va être payé. Donc en gros, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher 90 jours dans la zone de recherche prioritaire. Malheureusement, sans résultat. Ils vont jamais rien trouver. Il y a... Comment dire ? Il y a eu beaucoup de moyens pour investiguer. Par contre, ce qui a été découvert par la suite, c'est que, en fait, Ocean's Infinity, ils avaient aussi d'autres recherches prioritaires dans ce coin-là. Donc, ça les arrangeait pour se faire un peu de pub et compagnie, de dire on va le chercher, sauf qu'en fait, ils avaient déjà prévu de chercher mais autre chose dans ce coin-là. Et parfois, ils éteignaient aussi leur genre de transpondeur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça
pour les navires, mais bref, des fois en fait ils étaient plus captables sur la mer, donc ils devaient faire des trucs, tu sais. Un peu, donc ça aussi. Ils étaient sur DOS en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Hein, donc bon, est-ce qu'ils ont fait ça pour se faire de la pub et compagnie? On saura pas trop quoi, mais voilà. Donc ça, voilà, ça fait le tour un petit peu de l'enquête, des recherches, des trouvailles et compagnie. Il y a 2-3 petits trucs qui sont un peu intéressants à noter quand même. Il y a un bateau chinois qui avait trouvé quelques jours après qu'on était à la zone de recherche au large de l'Australie, qui avait entendu le bruit des boîtes noires. Parce que tu sais, les boîtes noires, donc les boîtes noires, c'est les enregistreurs de vol audio ou des données techniques. Il y en a 2, soit l'audio de la cabine, enfin du cockpit, et on entend un peu la cabine, soit aussi les données techniques de l'avion pour savoir exactement ce qui s'est passé. Quand tu as un crash aérien, on dit toujours il faut retrouver les boîtes noires, bah effectivement, parce que comme ça nous permet d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le cockpit et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des commandes de vol, au niveau des instruments de vol aussi. Donc il y a un bateau chinois qui les cherchait dans la zone au large de l'Australie et qui aura entendu des bips. Sauf qu'en fait, ce qu'ils vont dire après, c'est « Ah non, désolé, on n'a pas enregistré ça sur nos bornes. On est désolé. » Ça, c'est un premier truc assez étonnant, on va dire, dans les recherches. Il y a un bateau australien aussi. Exactement la même chose. Il va trouver le bruit de la boîte noire, sauf que quelques jours après, il va dire « Ah non, désolé, le bruit venait de mon propre bateau. » C'est genre... Cette affaire et cette enquête... C'est plein de trucs comme ça. En fait, c'est comme si moi, là, maintenant, j'avais genre mon téléphone qui bipait. Et je dis, ah bah, en fait, c'est peut-être le MH... Ah bah non, c'était mon téléphone. Excusez-moi. Ah ouais, non, désolé, c'était... Désolé. Et puis, tu sais, tu le dis au monde entier, et puis après, tu te rétractes avec des trucs qui sont complètement lunaires. Donc, bien sûr que ce genre de choses, soit c'est de l'incompétence, soit ils essaient de cacher quelque chose, mais en tout cas, ça va pas dans le sens de... rassurer un peu tout le monde sur ouais le truc il est carré, c'est pris en main et puis tu sais non tu sais ça fait vraiment bordélique. Tu sais, t'imagines le bateau australien, on a capté un truc et puis quelques jours après ah non désolé en fait c'était notre propre bateau qu'on a capté. C'est genre c'est n'importe quoi. Donc il y a ça, il y a aussi autre chose qui est quand même assez étonnant dans l'enquête et compagnie, et c'est que Rolls-Royce, Boeing qui reçoivent aussi en continu via CARS ces données-là justement reçoivent des informations techniques sur les moteurs et tout ça. En fait, ils ont jamais voulu communiquer les données. Tu sais, ils veulent bien communiquer les résultats de leurs enquêtes et tout ça, mais jamais les données. Tout comme Inmarsat, ils ont jamais communiqué les données. C'est quand même ultra bizarre, quoi. Ouais. Pour des questions de sécurité, comme ils disent. Tu sais, c'est des questions de sécurité. Sinon, on pourrait venir hacker. Elle a bon dos la sécurité. Données. Elle a bon dos. Ouais, c'est quand même. Il y a quand même 239 personnes qui ont disparu. Enfin, tu sais, je veux dire. Bah pour les familles, c'est dur, quoi, j'imagine. Bah c'est ça, c'est pas facile. C'est compliqué. C'est ça. Donc là, ça fait un peu le tour de l'enquête. Avant qu'on passe aux théories, David. Oui. Théorie chez toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, moi, j'avais entendu une théorie. C'était, je pense que tu vas m'en parler, mais j'imagine, c'était l'histoire de l'avion qui va se poser quelque part et qui disparaît. Ouais. Voilà. Mais bon. Moi, mon sentiment, c'est que malheureusement, cet avion, il est au fond de l'eau, quoi. Oui. Alors, dans l'immensité des océans par lesquels il a traversé, parce que il a quand même volé 7 heures, donc 7 heures, il a eu le temps d'aller je ne sais où. Exactement. Enfin, voilà. Bah, dis-moi alors, c'est quoi ces théories? Alors, on en a beaucoup. Je t'ai fait une short list des théories. Alors, on va commencer par les théories. Plus ou moins complotiste, on peut appeler ça. Ouais, fantaisiste / complotiste. Ah, ne me dis pas que tu vas me parler d'OVNI, hein, parce que alors si, bien sûr, il y a les OVNI. J'allais te la proposer en dernier, celle-là, mais effectivement, bon, évidemment, tu vas sur Reddit. Moi, Reddit, j'adore, comme réseau social. Et effectivement, tu vas sur Reddit et bon, voilà, l'avion, il a été, c'est limite, c'est limite ordinaire, tu vois. Bah oui, il a été volé par les aliens. Genre, il est tombé dans un trou de verre, et puis il est dans un autre espace-temps, et puis on le retrouvera dans 100 ans, et puis voilà. Non, bon, voilà, il y a cette option-là. On va pas aller plus loin sur ça. On a la première qui a été comme quoi l'avion a été abattu par les États-Unis en mer de Chine. Ah. Celle-là, elle est un peu plus sérieuse. Ouais.
Elle a des petits problèmes, mais elle est un peu plus sérieuse. Moi, je la mets dans les théories un peu complotistes. Parce qu'il y a plusieurs saveurs. En gros, tu mets le mot-clé États-Unis, secret, destruction, et puis tu mélanges, et puis tu as plusieurs saveurs que tu trouves un peu à droite à gauche, dans des livres ou sur Internet. Mais en gros, ce qui se serait passé, c'est qu'il y aurait eu un détournement pour faire un genre de 11 septembre bis sur la base de Diego Garcia. Donc en gros, la base de Diego Garcia, c'est une base militaire américaine qui est sur des îles anglaises, et qui se trouve dans l'océan Indien, et donc l'avion aurait fait son hop, et puis ensuite il serait allé par là-bas, et puis donc soit il aurait été abattu proche de la base, soit en mer de Chine, et donc en gros les US l'abattent, pas de réponse, ou en gros l'avion n'a pas donné de réponse, ou est-ce qu'il représentait une menace réelle. Ils vont faire des fausses données satellites pour brouiller les pistes, et ils vont ramasser tous les débris. Parce que bah oui, ça fait des débris. Abattre un avion de vol, ça fait quand même pas mal de débris. On l'a bien vu avec le MH17 et puis avec d'autres malheureusement. Bon voilà, tout. Quand tu regardes un peu tout ça, bon, moi j'ai peut-être le défaut, et puis je veux bien le concevoir. J'ai le défaut à regarder vraiment les données techniques. Donc en fait, j'ai confiance de base aux données techniques. Donc ça, à la limite, je pense que c'est important qu'il faut que je le dise avant de parler des théories, parce qu'au final, moi, je me base beaucoup sur les données techniques. Quand tu regardes toutes les théories qu'il y a, il y en a qui réfutent certaines de ces données techniques en disant non, c'est des fausses. Donc, tu vois, moi, mon biais, c'est peut-être que moi, ok, je me base sur les données techniques. Donc là, ce que je te dis, c'est que abattu par les États-Unis en mer de Chine pour faire et qu'ensuite ça soit y a un cover-up au final. Bon, ça repose pas mal sur des faits déformés ou des infos déformées. Les données techniques, ça colle pas. On arrive à le suivre 7 heures après. Tu sais, je veux dire, bah non. Et moi, j'aurais tendance à dire à qui profite le crime. Donc, c'est-à-dire pourquoi, en fait, ils auraient abattu un avion avec des Chinois à l'intérieur. La morale. Pas de contentieux particulier quand même entre. Non, mais c'est pas des relations chaudes, hein, c'est sûr, mais bon. Oui, mais regarde, imagine effectivement. Il y a un avion qui présente un réel danger pour une base militaire. Pour moi, c'est acceptable de tirer sur l'avion. C'est vrai. Qui présente une menace. Si tu risques d'avoir un avion qui va tuer, je sais pas, 5000 personnes, pour moi, c'est acceptable de tirer sur l'avion. Dans ce cas, tu le dis, c'est pas de le cacher et compagnie. Maintenant, je pense que se dire que il y avait des gens qui étaient dans l'avion qui devaient pas arriver à destination et c'est pour ça qu'ils ont buté tout le monde, j'y arrive pas à le croire. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Bon, il y a le livre de Florence de Changy pour étayer cette thèse-là. Tu comprends que les livres, parce qu'elle en a écrit 2 de Florence de Changy, pour moi c'est plus du sensationnalisme que c'était très carré. Donc elle tient un peu sur sur ce genre de théorie. Elle dira qu'il y aurait eu un appel de détresse, mais en même temps il n'y a aucune preuve. On retrouve pas les gens qui des appels de détresse. Donc ça en tout cas c'est la première. Et aussi moi là-dessus, juste pour terminer sur celle-là, avec autant de gens, t'imagines le nombre de personnes qui auraient dû être concernées, qui ont dû être end-zone un peu sur ce genre de cover-up. Bah il y en aurait bien 8 ans plus tard qui aurait dit bah si en fait il y aurait une balance. Il y aurait eu quelqu'un qui aurait balancé. Bah oui, c'est ça. Enfin, t'imagines le nombre de personnes, les bateaux pour ramasser tous les débris, pour s'occuper de tout. C'est clair. Deuxième, un peu farfelu. L'avion, il a été détourné et posé quelque part. On va l'appeler la Russian Special Operations. En gros, il y a quelqu'un qui a hijacké l'avion de l'intérieur. Ça a été prouvé comme quoi c'était possible de s'introduire dans les systèmes de l'avion, un pilote automatique de l'avion et compagnie, par je pense que c'est un hacker américain qui avait fait ça. Je suis pas sûr, mais en tout cas je sais que ça a été prouvé comme quoi c'était possible. En gros, les Russes auraient faké aussi des données satellites et d'autres données. Et dans ce cas, l'avion il aurait été au nord vers l'Asie et non vers l'Australie, vers le Kazakhstan plus précisément, et il se serait posé. Bon. Voilà.
quoi dire de plus. Ouais. C'est Bon. En va fait, c'est poser un un avion triple set pour le téléguidé, cacher. quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Ils ont, tu sais, du coup, les pilotes auraient pu. Mais moi, je pense que ça colle pas parce que les avions, ils auraient bien pu passer un message de détresse. Tu sais, ils auraient pu déconnecter, reconnecter les systèmes quand même manuellement avec les. Je sais pas. En tout cas, ça colle pas vraiment techniquement. Une autre théorie, l'avion est au Pakistan. Celle-là, elle est pas mal. J'aime assez bien. J'aime assez bien parce que il manque juste de mettre le nom Ben Laden et compagnie dedans et puis. Donc l'avion aurait été envoyé au Pakistan pour être bourré d'explosifs et d'armes nucléaires pour tout faire péter à tout moment. Donc si tu mets de côté l'aspect du plan de vol qui est quand même assez compliqué, la logistique avec les passagers et compagnie, moi je trouve pas ça méga pratique en fait. Un 777 c'est un avion qui est énorme, qui est lourd, qui est pas rapide, qui est ultra visible sur un radar. Enfin c'est pas. Et je veux dire, pourquoi tu mettrais un 777 D'ailleurs, déjà depuis 2014, on attend toujours de le voir réapparaître. Mais, tu sais, genre non, ça va pas. Enfin, en fait, j'ai vraiment du mal avec ce genre de théorie. Je suis un peu à court d'arguments sur ce genre de choses, tu vois. Parce que, en fait, c'est tellement farfelu que je sais pas par quel bord aborder le. Non, ça peut pas coller. En fait, c'est une théorie qui a été sortie de la tête d'un complotiste, quoi. Voilà, point. Ouais, ça ressemble pas à. En gros, il y a pas vraiment beaucoup de preuves là-dessus, à part le fait qu'effectivement, l'avion, on sent qu'il a été piloté quand même, à moins que ce soit du hasard, mais dans ce cas, c'est du hasard de fou. Parce que l'avion, il fait un beau demi-tour, il suit une belle ligne droite, il suit des points au début, il remonte aussi en suivant des points de navigation, en étant à la lisière des frontières comme ça, les responsabilités sont pas très claires, il y a personne qui prend vraiment ses responsabilités pour aller checker cet avion-là. Donc ça, c'est sûr que pour moi, alors moi, c'est ma conviction, c'est que je pense que l'avion, il a été piloté. Mais oui, effectivement, là-dessus, après, j'allais se dire oui, il est allé se poser au Pakistan, et puis voilà. Là, c'est là où moi, je décroche un peu. C'est là où ça bug. Ouais. Exactement. Bon, on va aller vers des théories un peu plus réelles, un peu plus possibles, on va dire. Il y a la défaillance technique. En gros, ce qui se serait passé, c'est qu'il y a eu des défaillances techniques. Du coup, tous les systèmes électriques se sont coupés. Et l'avion a ensuite été un peu. Un avion, ça vole très très bien. Un avion, c'est un très très bon planeur. Donc l'avion aurait continué tout seul sa route. Ça. Il y a trop de coïncidences qui mènent vers un acte volontaire pour moi. Tous les systèmes, ils sont coupés un peu dans le bon ordre, comme si tu voulais le faire disparaître. La radio, le transpondeur, les données à cars. On sent que si tu avais eu un problème électrique, déjà ça aurait été beaucoup plus long parce que tu aurais d'abord eu peut-être En gros, comme je t'ai dit, tous les systèmes ils sont redondants. Donc si un système se coupe, en fait ça aurait continué sur un autre système, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Et en fait, en dernier cas, t'as toujours une source d'électricité parce que l'avion déploie une petite hélice pour avoir de l'électricité. Donc dans tous les cas, t'aurais quand même eu des systèmes qui auraient répondu. Donc ça veut dire que ça doit vraiment être un système, une défaillance technique ultra grave et qui est quand même assez sélective pour que ça soit vrai. Donc, et puis t'as aussi un demi-tour qui est très professionnel. On dirait que ça suit une route quand même. Il y a un changement de cap. Donc pour moi, la défaillance technique, je dirais qu'elle est sexy comme théorie, mais en même temps, j'y crois moins que d'autres, personnellement. Ça, c'est la défaillance, c'est ça. L'incendie. Il y a la théorie de l'incendie. Donc l'incendie, la soute à bagages aurait pu prendre feu. Je suis pas passé sur le détail, mais le contenu de la soute à bagages de cet avion est quand même très suspect. Il y a une cargaison de mangoustans énorme dans la cargaison, dans la soute. Le mangoustan, c'est un fruit qui pousse dans le coin. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la saison du mangoustan. Donc il y a clairement... Et ouais, tu vois, c'est quand même assez bizarre. Et en fait, quand tu retraces les vols précédents entre la Malaisie et la Chine, t'as souvent des cargaisons de mangoustans. Et du coup, à voir, il y aurait un genre de trafic, tu sais, entre les pays. Trafic de mangoustans.
Ouais, entre guillemets, tu vois. Donc en gros, on sait pas trop ce qu'il y avait à la place des mangoustans, mais il devait certainement y avoir autre chose. On sait aussi qu'il y avait beaucoup de batteries lithium, sauf qu'en fait, des batteries lithium, quand ça prend feu, pas qu'un peu, quoi. Ça prend feu. Donc c'est ça. Donc la thèse de l'incendie qui aurait pu du coup expliquer une défaillance électrique avec beaucoup de systèmes qui se coupent en même temps. Donc pourquoi pas aussi les personnes meurent asphyxiées par les fumées de l'incendie. Bon, le seul problème c'est que dans ce cas l'avion aurait pas volé 7 heures. Je veux dire, un avion qui a un incendie, surtout de batterie lithium, ça dure pas plus de 20 minutes. Il y a eu des vols FedEx, DHL, Swissair, ils ont des problèmes, l'avion il n'est pas resté plus de 20 minutes en vol. Au bout d'un moment, veut pas, l'avion il finit par descendre. Enfin, en gros, les pilotes mettent l'avion en descente, mais tu sais, ils ont pas 7 heures devant eux en se disant tiens, si on faisait une partie de cartes pendant 7 heures et puis on essayait d'aller le plus loin possible avec un incendie. Donc, non, l'avion structurellement il tiendrait pas. Donc il y a aussi des systèmes pour éteindre les incendies et compagnie, mais dans ce cas, s'ils avaient pu éteindre les incendies, ils se seraient posés. Enfin bref, c'est assez bizarre. Et mes remarques sur la défaillance technique, pour moi, elles sont tout aussi bonnes pour le problème d'incendie. Les systèmes, ils sont quand même coupés dans le bon ordre. Le demi-tour, il est professionnel. Enfin, tu sais, on va vers l'aéroport le plus proche. Ça pourrait expliquer l'incendie. Je vais vers l'aéroport le plus proche pour me poser. Mais après, il y a des changements de cap. Enfin bref. Et puis après 7 heures, pour moi c'est le 7 heures de vol qui vient pour moi bloquer le fait que je crois pas à l'incendie. Peu probable. C'est ça. Dépressurisation. Dépressurisation, plus assez d'oxygène chez les passagers et les pilotes. En gros, tout le monde meurt dans l'avion. Donc, juste un petit point sur la pression dans les avions, mais en gros plus l'avion monte, moins il y a d'air. Donc comme il n'y a plus d'air au bout d'un moment, en fait la cabine, il y a des genres de compresseurs dans un avion qui viennent ramener la pression dans le cockpit et dans la cabine comme si on était pas très haut dans le ciel pour qu'on ait encore de l'air pour respirer. Donc, dépressurisation, ça voudrait dire que ces systèmes ne fonctionnent plus, ou il y a un trou dans l'avion, bref. Les gens n'ont plus assez d'oxygène, donc les passagers vont malheureusement mourir. Et donc, c'est une théorie qui est assez sympa aussi, qui est assez plausible, on va dire. En gros, plus assez d'oxygène, tout le monde meurt, sauf quelques personnes qui sont pas pilotes et qui font ce qu'ils peuvent. Je vais pas passer de temps dessus, mais faut aller voir ce qui s'est passé avec le vol Helios Airways en 2005, super intéressant, c'est exactement ce qui s'est passé. L'avion malheureusement s'est crashé à la fin, mais en tout cas, il y avait eu une personne qui avait réussi à essayer de faire quelque chose avec l'avion. Le seul problème avec cette théorie, c'est que pourquoi est-ce que les radios elles ont été coupées ? Pourquoi il y a une panne radio totale, pourquoi il y a le débranchement des transpondeurs, pourquoi il y a une panne SATCOM, pourquoi il y a une panne ACARS, tu sais, je veux dire, ça explique pas les pannes derrière, oui, tu sais, les débranchements qu'il y a eu. Trop d'événements avant, en fait. Bah, c'est ça, je veux dire, c'est clairement pas ce que tu irais faire si t'as une dépressurisation. Au contraire, t'essaierais de communiquer à tout prix. Et en fait, un peu dans tous les cas. En termes de feu, en termes de tout ça, t'as le temps de communiquer. T'as au moins 30 secondes pour dire Mayday, Mayday ou panne. Et puis voilà. Enfin. C'est ça. Si la piste du rétablissement électrique est la bonne, est-ce que ça pourrait être un mix entre dépressurisation et acte volontaire comme on va le voir après, parce que en fait quand le SATCOM s'est rallumé, là aussi c'est technique, mais de la façon dont le ping a été envoyé, ça pourrait être la signature qu'il y a eu dépressurisation, qu'il n'y avait pas assez de pression dans l'avion. Tu sais, je t'ai dit, pendant 1 heure, il n'y a eu vraiment plus rien du tout, plus aucune communication. Et ensuite, les messages sont repartis vers les satellites. Et bien, ce premier ping, qui est le ping de reconnexion, aurait porté des traces au niveau des fréquences qui pourraient prouver que ça serait... en gros, qu'il y aurait eu dépressurisation. Donc, pourquoi pas. Et dans ce cas, moi, ce que je trouve assez... probable comme théorie, c'est la suivante, c'est l'acte volontaire avec dépressurisation. Pour moi, c'est acte volontaire avec dépressurisation. Donc, en gros, acte volontaire, ça veut dire que c'est un détournement.
En gros, quelqu'un qui vient couper tous les systèmes pour qu'on ne puisse plus suivre l'avion. Ça a été prouvé, hein, enfin en tout cas tout le monde dit que les systèmes, de la façon dont ils ont été coupés et compagnie, c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, genre c'est pas quelqu'un qui allait se bidouiller des boutons, non, ça a été fait dans un ordre et compagnie. Pour quel objectif ça a aucune idée, hein. Suicide, détournement raté, bagarre dans le cockpit, personne est apte à piloter après, mais bref, en tout cas, acte volontaire. On essaie de tuer tout le monde dans la cabine en dépressurisant l'avion, la cabine. En gros, quand la cabine est dépressurisée, t'as 10 minutes d'oxygène qui tombent, 12 minutes je pense. C'est du haut des... c'est les petits masques là, qui tombent, on t'explique quand tu prends l'avion. Ouais. T'as 12 minutes, donc c'est pas... t'as pas toute la durée du vol, t'as que 12 minutes. Les 12 minutes, c'est le temps qu'il faudrait pour que l'avion descende le plus rapidement possible à un niveau acceptable où il y a de retour de l'oxygène dans l'air. Enfin, accès d'oxygène dans l'air. Donc, sauf que les pilotes, eux, ils ont une réserve d'oxygène qui est beaucoup plus longue avec leur masque. Donc, en gros, est-ce que il y a un acte volontaire avec une envie de de tuer tout le monde qui est dans la cabine avant, et pour ensuite être tranquille et aller se cracher quelque part pour détourner, suicide, bref, ça on ne sait pas trop. C'est ça. Les pièces qui ont été retrouvées de l'avion, en gros, il y a 2 théories. Je t'avais parlé d'un flaperon qui a été retrouvé. Ouais. Donc le flaperon, c'est une des pièces qui est à l'arrière des ailes et tu sais qui bouge un peu pour. En gros, tu mets les flaps quand tu vas atterrir ou au décollage pour que l'avion, s'il va moins vite, il ait plus de portance et que du coup qu'il décroche pas. Et donc il y a une de ces pièces qui a été retrouvée et qui porte des traces très distinctives, sauf que là il y a un peu une bataille d'experts entre non, ça prouve que ça s'est détaché en vol, ce qui voudrait dire que l'avion, quand il a manqué d'électricité, de kérosène, il est tombé en panne, mais il est tombé de très haut, du coup il a vrillé, et puis bref, un avion quand ça tombe ultra vite, les pièces elles s'arrachent, et du coup l'avion, le flaperon, ça porte des traces de cet arrachement. Ça c'est la première théorie. L'autre théorie d'expert, c'est que, en fait, non. Le flaperon qui montre qu'en fait, en gros, il aurait été arraché comme si, en gros, la personne avait essayé d'amérir. Donc là, en vrai, techniquement, là, je suis un peu entre les deux. C'est genre, on sait pas trop, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Du coup, est-ce que s'il y a eu acte volontaire et détournement, la personne à la fin a essayé de faire planer l'avion le plus loin possible pour le faire amérir, ou est-ce que tout le monde était mort dans l'avion et l'avion s'est crashé parce qu'il est tombé en piqué quand il n'y avait plus assez d'essence? Ça, je pense qu'il faudra retrouver l'avion pour se le dire. Il y a une dernière théorie que moi j'aime beaucoup personnellement. David, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, on a parlé des extraterrestres. Ah, tu me vois venir. Je vois que tu me vois venir. Vas-y, dis-moi, il y a la théorie. La Terre plate. La Terre plate. La Terre plate. Alors, l'avion volait bien vers le sud. Mais, comme la Terre est pas ronde, bien l'avion aurait été abattu. Attends, ça va très loin. L'avion était... Parce que pour moi, si la Terre elle est pas ronde et qu'il va vers le sud, en fait, il serait tombé. Après, j'y connais peut-être pas assez sur la Terre plate. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais non, l'avion en fait, il aurait été abattu avant de tomber pour ne pas révéler au grand jour que la Terre est plate. Ah bah oui. Ah oui, parce que sinon en fait, on aurait retrouvé, je sais pas où on l'aurait retrouvé s'il était tombé, mais c'est genre. Donc. Il est encore en train de tomber d'ailleurs là. D'ailleurs, il est certainement encore en train de tomber, j'imagine. Voilà. Vertigineuse, j'imagine. Ouais, effectivement. Donc c'est ça un peu pour les théories. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben dis donc, moi je pense que on fait beaucoup de... On parle de beaucoup de théories, etc. Mais je pense qu'on est malheureusement sur quelque chose d'assez simple, mais avec beaucoup de concours de circonstances. En fait, un mélange de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire des zones d'ombre qui malheureusement sont peut-être gardées secrètes par un certain nombre d'institutions ou de pays, mais des circonstances aussi malheureuses qui ont fait que y a eu un certain nombre d'éléments qui n'ont pas pu être retransmis et finalement simplement peut-être une erreur de pilotage, j'en sais rien,
avec derrière un avion qui s'est crashé dans la mer. Ouais. Oui, je pense que dans tous les cas, effectivement, l'avion doit bientôt fondre la mer, malheureusement. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça te paraîtra étonnant, mais je crois pas qu'il est toujours en train de tomber. Non. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord. Moi, ce qui me titille quand même, et là, je vais te parler de Ghislain Wattrelos. On arrive sur la fin de l'épisode, mais je veux quand même te parler de sa théorie parce que je pense que c'est super intéressant ce qu'il raconte, et puis il a une pensée qui est quand même assez différente. Donc, en fait, je vais t'en parler tout de suite, et puis je vais te dire en quoi je suis assez d'accord. J'ai regardé beaucoup d'émissions, il a aussi écrit un livre, et en gros, donc Ghislain Wattrelos, c'est une des familles des victimes, comme je le disais tout à l'heure. Il a perdu sa femme et ses 2 enfants dans le crash. Ouais. Terrible, vraiment terrible. Donc lui, il est vraiment en recherche de vérité, et je pense que toutes les données techniques qu'il a pu avoir, il a dû les lire. Tous les rapports d'enquête, il a dû les lire. Il a dû aller à des centaines, je n'ose même pas imaginer le nombre de meetings, de comptes rendus, d'enquêtes et compagnie auxquels il a dû participer. Et lui, il croit pas aujourd'hui que l'avion se trouve dans la zone de recherche au large de l'Australie. C'est ultra intéressant quand même. Pourquoi ? Parce que pour lui, il n'y a aucune preuve du trajet qui ont été données. Et tu vois, moi je te dis, je me base sur les données techniques et compagnie. Et lui, il vient dire, non, ces données, elles n'ont jamais été partagées. Donc, en gros, c'est des choses qui sont annoncées, mais on n'a pas les données. Donc, d'un côté, tu peux dire, ça fait complotiste. De l'autre côté, ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas les données. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est donc ça, c'est son avis. Si l'avion a bien fait ce trajet-là, il y a 7 pays qui n'ont pas vu l'avion. Alors que c'est des pays qui s'entendent pas, qui ont sur leur radar au quotidien. Et du coup, lui se dit, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui ait pas vu l'avion, mais avec des radars militaires. Et effectivement, il marque un point aussi. Je veux dire, attends, c'est quoi ces pays qui ont tous les radars, comme par hasard, ce soir-là, en fait, ils sont en panne, ou alors il y a personne devant et compagnie. Non, attends, c'est des pays qui ont quand même pas mal le nez sur leur radar. Et en France, t'as un avion qui te répond pas, qui coupe son transpondeur, tu le vois toujours sur le radar militaire, radar primaire, ou qui te répond pas, t'as un Rafale un Mirage Rafale qui décolle tout de suite. Je veux dire, et là, quand le ministre des Transports ou le ministre de la Défense, je me rappelle plus, malaisien, en gros, il a été questionné sur ce point. En gros, il a souri un petit peu en disant, ouais, mais si on avait fait ça, vous auriez dit, ouais, on l'a abattu. En gros, il a éludé la question en disant, ouais, mais non, mais si on aurait fait ça, on l'aurait abattu. Mais là, on t'es pas obligé de l'abattre. C'est genre, tu peux juste le suivre et voir un peu si ça va ou pas, quoi. Enfin, tu sais, je veux dire. Donc, bref. Pour lui, les débris flottants n'ont jamais été trouvés dans le coin des recherches, alors qu'en fait, ça aurait dû amener énormément de débris, des corps, des gilets, des morceaux de l'avion. Le Rio Paris, on a trouvé des premiers débris dans une zone gigantesque après une semaine. Là, on aurait dû aussi trouver des débris, parce qu'une semaine après, on cherchait quasiment au bon endroit, en tout cas dans une zone qui est énorme, certes, mais avec les satellites, on aurait dû trouver. Lui, ce qu'il pense, c'est que l'avion, il a été abattu en mer de Chine. Soit c'est une manœuvre militaire qui se passe mal, soit c'est des personnalités dans la liste des passagers qui doivent pas arriver à destination. Il y avait quand même 20 employés d'une entreprise stratégique de semi-conducteurs malaisiens et chinois dans l'avion. Est-ce que c'est ça ? Tu sais, c'est vraiment un élément très stratégique, ce milieu-là, ou pas ? En tout cas, moi je pense que son avis, il vaut vraiment le coup d'être étudié, parce que c'est un avis qui est différent des autres. Et je pense que c'est quelqu'un qui a dû enquêter, mais t'imagines, depuis le crash, je pense que ça doit être son activité principale, outre son activité professionnelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment en recherche H24, j'imagine, de réponses. Et c'est toujours intéressant de l'avoir, plutôt que des avis comme ceux de Florence Deschangy et compagnie qui écrivent des livres et qui veulent vendre des livres. Donc, dernier update là-dessus. En gros, il va y avoir des recherches un peu plus loin, certainement, parce que l'hypothèse de si il y avait quelqu'un qui était au pilote, il va essayer aux commandes de l'avion, il va essayer de le faire planer le plus loin possible. Donc,
Ça veut dire que la zone de recherche, elle doit être poussée un petit peu plus loin pour essayer de trouver quelque chose. Moi, ça me tente bien, cette théorie-là. Ça fait du sens, ça va avec ce que je crois. Moi, je crois vraiment, pourquoi pas, au détournement volontaire. Et ensuite, un crash le plus loin possible pour faire disparaître l'avion sans que personne ne le retrouve. Les motivations, je sais pas, mais techniquement, ça tient. Je pense que ça tient. Bon, les recherches, elles sont ultra compliquées. Il y a plus de bip de boîte noire, il y a plus de bip quelques mois après le crash, donc c'est terminé, ça on peut plus avoir. Donc c'est ultra compliqué. Si on retrouve les boîtes noires, il faut encore qu'elles soient exploitables. Est-ce qu'on les trouvera, est-ce qu'on les trouvera pas? Est-ce qu'on pourra les exploiter, oui ou non? Ça, il faudrait voir. Si on trouve les débris, on pourra peut-être exploiter un peu plus, essayer de reconstruire une genre de maquette gigantesque pour voir un petit peu s'il y a eu un impact, s'il y a eu du feu, s'il y a eu, je sais pas, t'imagines, on pourrait trouver un flingue dans le cockpit. Tu sais, on peut penser à plein de trucs là. Tout est possible. C'est ça. Et puis je voyais que à la BBC, je crois, ils ont fait des tests sur des téléphones portables immergés dans de l'eau salée. En fait, on pourrait peut-être retrouver des photos, des textos, des emails qui ont essayé d'être envoyés par les passagers. Ça serait incroyable. Parce que tu aurais peut-être un gars qui aurait essayé d'envoyer un SOS, un truc comme ça, tu vois. Donc, mais là encore, depuis 2014, est-ce que c'est toujours possible? C'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec Guilain sur un truc. C'est que moi, je crois pas que un avion puisse disparaître comme ça. Et du coup, il y a bien quelqu'un qui doit savoir. Enfin, c'est pas possible que l'avion fasse 7 heures de route sans qu'aucun radar le détecte. Parce qu'ils sont tous, comme par hasard, en panne et compagnie. Sans qu'aucun satellite ne puisse le voir et compagnie. Alors c'est sûr que les satellites font pas des photos toutes les secondes de ce qu'ils voient. Il faut faire des demandes, faire des photos et compagnie, mais voilà. Et puis c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait aucune des données techniques qui soient vraiment données, tu vois. Enfin, ouais, du coup ça fait pencher un peu complot, mais en même temps, moi je pense quand même que l'avion a fait demi-tour et qu'il est là où les gens cherchent. Ça me paraîtrait étonnant que ce soit un si gros cover-up. Bon, écoute, quelle histoire, hein, Florent. C'est ça, c'est fâcheux de pas savoir ce qui s'est passé. Ne serait-ce que pour les familles et pour la sécurité dans l'aviation civile, mais il y a toujours un espoir. C'est ça. On reste attentif, en tout cas, à cette histoire. De toute façon, dès qu'il y aura des nouvelles, je pense que ça fera la une de tous les journaux, et ça c'est clair. Exactement. Vu la médiatisation de ce malheureux accident, on aura très vite des updates de ce qui s'est passé. Merci en tout cas. Exactement. Un épisode un peu plus long que d'habitude. Un épisode un peu plus long. Très fourni, hein, vraiment bravo pour cette précision. Merci. Merci. J'ai essayé d'être précis, j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs. Peut-être que vous étiez dans vos transports en commun, ou alors peut-être en train de cuisiner, ou alors en train de faire toute autre chose. Mais peu importe, vous aurez pris un peu plus de temps à nous écouter. Hein. Alors, avant de te poser la fameuse question, la fameuse question, je veux juste ajouter pour aller plus loin. Parce que si vous avez aimé cette histoire, je pense qu'il y a plusieurs livres. Alors, outre toutes les vidéos YouTube et compagnie qu'on peut regarder, il y a des documentaires qui sont très intéressants. Moi, je privilégie quand même les documentaires officiels plutôt que certaines autres chaînes et compagnie, mais en tout cas il y a 3-4 livres qui sont super intéressants. Il y a le livre de Ghislain Wattrelos, qui est donc une des familles des victimes, qui s'appelle Une vie détournée, qui est super intéressant. Il y a le livre de Gilles Diars, qui est un contrôleur aérien militaire, membre de l'enquête de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est assez techniquement calé, qui s'appelle Le mystère du vol MH370, autopsie d'une disparition, qui est ultra bien. Je suis en train de le lire personnellement en ce moment. Et après, je vais la citer, il y a les livres de Florence de Changy, Le MH370 n'a pas disparu, et La disparition, 2 livres qu'elle a écrits et publiés, qui sont intéressants à lire, même si pour moi ça colle pas tellement, mais bon, pourquoi pas. Ça c'était pour aller un petit peu plus loin. Alors David, après cette heure et demie d'épisode, on le dit pas, mais mais chez toi il est quelle heure là? Chez moi il est quasiment 18h, toi il est minuit là. Il va être minuit. Aïe. Mais en tout cas, c'était une super histoire avant d'aller se coucher. Je suis comme un enfant là. Là, je peux aller me coucher. J'ai eu mon histoire. Écoute, de quoi on va parler la semaine prochaine? La semaine prochaine,
sans trop en dévoiler, parce que on espère que vous viendrez nous écouter, donc on vous dévoile pas tout, mais la semaine prochaine, tu ne le sais pas toi Florent, tu ne le sais pas, presque pas, on va discuter d'un célèbre événement, triste événement qui s'est passé aux États-Unis avec, on va dire un lieu assez emblématique des États-Unis qui a généré. Surnaturel ou pas surnaturel ? Qui est un mix en fait entre une affaire criminelle et une affaire surnaturelle. On est vraiment à la frontière des deux. Ok. Et donc on va évoquer cette histoire la semaine prochaine, quoi. Et avec grand plaisir, vous pourrez nous écouter. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux, c'est très important, avec un maximum de soutien sur les réseaux et de commentaires. Et puis, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Florent, salut. Salut, à bientôt. Écoute, bonne nuit et puis à la semaine prochaine tout le monde. Ouais, salut, ciao. Salut.